La Coupe du Monde de football, Bruno Darou le disait à l'instant, il a été un peu coupé. Et oui, Bruno, donc le match, pardonnez-moi, Mexique-Cameroun est diffusé sur RFI. Vous avez cette chance-là? En ce moment, oui. En ce moment même. Uniquement sur nos antennes africaines, parce que les droits, évidemment, de retransmission des matchs, ça coûte très cher. Je pense que Bernard Guetta le sait. Et donc, c'est diffusé sur les antennes africaines, uniquement les matchs impliquant l'équipe de France ou une équipe africaine. Donc... Mais donc, on ne peut pas entendre ça de Paris, par exemple? Non, on ne peut pas entendre ça de Paris. Ah ben non, parce que... ça coûte très cher. Oui, non, je comprends, bien sûr, bien sûr. En tout cas, regardez-nous sur France 24, c'est très bien aussi. C'est gratuit. Voilà, si vous n'aimez pas le foot, regardez France 24. Regardez une semaine dans le monde. On va parler justement de cette Coupe du Monde de football, mais avant cela, je voudrais quand même qu'on parle de cette guerre familiale entre les Le Pen. Marine Le Pen qui a condamné cette semaine les propos de son père Jean-Marie Le Pen sur la Fournée. Je vous propose d'écouter le président d'honneur du Front National. Je ne comprends pas en quoi l'usage que j'ai fait du mot fournée ait pu offrir quelques flancs que ce soit à quelques contestations que ce soit. C'est un mot qui n'a jamais été employé avec une connotation antisémite. Ce serait dommage que le Front National essaie de ressembler à d'autres partis dans le but de se dédiaboliser. Bruno Darou, il y a deux fronts nationaux aujourd'hui, ou fronts nationaux, qui s'opposent entre la vieille garde de Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui la nouvelle garde qui entoure Marine Le Pen. Je ne sais pas s'il y a deux fronts nationaux, mais en tout cas, il y a clairement là une rupture entre Jean-Marie Le Pen, le père, le fondateur du Front National, et sa fille Marine Le Pen, qui a effectivement mis en place une stratégie de dédiabolisation depuis quelques années. Au début de la semaine, il y avait beaucoup de commentateurs et beaucoup de journalistes qui se demandaient si c'était pas un peu une sorte de répartition des rôles. Je crois que les événements des heures et des jours qui ont suivi ont montré que non. Là, on était quand même sur une vraie rupture. Jean-Marie Le Pen n'a pas supporté que son blog, qui était abrité par le site web du Front National, ne le soit plus. Et il a publié ce vendredi une lettre assez dure à l'égard de sa fille, où il demande d'ailleurs sa réintégration. Donc là, alors deux Fronts Nationaux, c'est peut-être trop, mais c'est peut-être le chant du signe du fondateur du Front National, et qui dit clairement qu'il n'accepte pas la ligne mise en place par sa fille. Alors justement, quand je dis deux Fronts Nationaux, François Clémenceau, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Front National est devenu un parti traditionnel? Est-ce que la stratégie finalement de dédiabolisation de Marine Le Pen a fonctionné? C'est devenu un parti traditionnel qui n'est plus raciste, qui n'est plus antisémite? J'y crois pas une seconde. Je pense que le Front National n'est pas un parti traditionnel, c'est un parti où, quoi qu'on en dise, et quels que soient les dirigeants, et quelle que soit l'évolution des discours ou des méthodes, ou la façon d'essayer de capturer de nouveaux électorats, c'est un parti qui, dans son ADN, a l'exclusion de l'autre comme priorité. Alors l'autre peut être juif, il peut être étranger, il peut être immigré, il peut être celui qui gêne son propre développement, il peut avoir des vertus ou des valeurs ou des idéaux républicains que le Front National souvent conteste, mais c'est un parti qui nie l'existence de l'autre, profondément. Alors, évidemment, ça ne se voit pas au quotidien dans tous les discours, mais c'est quand même ce qui rassemble la plupart de ceux, en tout cas pas forcément les électeurs, et c'est toujours là où on se trompe. Ce ne sont pas les électeurs qui sont visés, ce sont les dirigeants, les cadres, les militants, ceux qui visent un certain nombre de postes d'élus, et Jean-Marie Le Pen. Pourquoi, du jour au lendemain, devrait-on occulter la personnalité d'un homme qui reste le président d'honneur de ce parti et qui, à chaque fois qu'il s'exprime, comme on dit, n'en loupe pas une, c'est-à-dire qu'il retombe dans ce travers absolument épouvantable qui consiste effectivement à faire un certain nombre d'amalgames sans même que lui s'en rende compte, ou alors s'il s'en rend compte, c'est encore pire, ça revient en gros à cautionner un discours, oui, qui est parfois antisémite ou fascisant. Oui, parce que j'ai entendu dire que, soi-disant, il fallait mettre ça sur le compte d'une certaine forme de sénilité vu son âge, mais je n'y crois pas une seconde. C'est pas la première fois qu'il fait des déclarations de cet ordre-là. Justement, ce qui est assez intéressant, c'est que Marine Le Pen l'a reprise en disant mais c'est pas bien ce que tu dis par rapport à notre parti, mais pas vraiment sur le fond de ce qu'il a dit. Et j'ai un dessin là du dessinateur Aurel qui dessine au journal Le Monde notamment et sur Yahoo Cartoons qui montre justement ce couple infernal dire tout haut ce que les fachos pensent tout bas, puis occuper les médias en critiquant la fin, parce qu'ils ont critiqué la fin, en disant que c'est les médias qui avaient mal interprété, surinterprété, mais finalement on n'a pas vraiment parlé du fond. Il y a une rupture, stratégique, mais après sur le fond effectivement...
Je crois pas du tout à l'idée d'une répartition des rôles. Je crois que le Front National et Marine Le Pen ont déjà dépassé cela. Mais ce qui s'est produit, c'est que Jean-Marie Le Pen a fait publiquement une de ces grosses blagues qu'on affectionne dans la famille Le Pen. Et ça lui semble tout à fait naturel et tout à fait spirituel. Un chanteur juif le critique sur un point ou sur un autre, je ne sais même plus lequel et qu'importe d'ailleurs. En disant qu'il n'allait pas chanter dans les villes dirigées par un maire Front National. Un chanteur qui se trouve être juif le critique, il dit « c'est pas grave, on va faire une fournée ». Et après, l'innocent, l'air grave, nous dit « Monsieur Le Pen, mais non, mais je comprends pas ». Enfin, comment il ne comprend pas. Lui, l'habitué des blagues sur Auschwitz, lui, l'habitué des blagues sur les chambres à gaz, il ne comprend pas ce que ça veut dire fourner dans ce contexte. Bien sûr qu'il le comprend. Et la rupture avec Marine Le Pen, ce n'est pas sur la culture familiale dont elle participe, évidemment. Mais Marine Le Pen, en femme politique remarquable, car c'est une femme politique absolument remarquable, et j'ajouterais, hélas, 3 fois, hélas, a bien compris que pour développer le Front National dont elle a hérité de son papa, et qui est toujours le même dans la tête de ses dirigeants, évidemment, eh bien, il ne fallait plus faire à haute voix et en public les plaisanteries qu'on affectionne tant dans l'intimité parce que c'est maladroit vis-à-vis de l'électorat. Et elle a évidemment raison. Évidemment que c'est maladroit vis-à-vis de l'électorat. Et comme vous le disiez à l'instant, ce qu'elle reproche à son père, ce n'est pas le fond. Ce n'est pas la blague, si j'ose dire, avec 42 guillemets, sur Fournet. C'est papa, enfin voyons, quelle maladresse politique, ça va choquer les électeurs. Il a dérapé. Et Bon, et voilà, c'est tout ce qu'elle lui reproche. Alors je suis 1000 fois d'accord, 100 000 fois d'accord avec François Clémenceau quand on dit que, évidemment, que ce parti n'est pas du tout un parti fréquentable. Mais je crois que la stratégie de Marine Le Pen, il faut faire effectivement, aujourd'hui plus que jamais, la différence entre le parti, les militants, etc., dont l'ADN n'a pas changé, et la stratégie de Marine Le Pen vis-à-vis des électeurs. Mais bien sûr. Il y a beaucoup d'électeurs qui votent pour le Front National. Alors, il y en a peut-être beaucoup aussi qui le sont quand même, racistes, antisémites, mais c'est beaucoup aussi un vote de colère sociale, et Marine Le Pen a très bien compris ça, et donc de ce point de vue-là, c'est stratégique. Pourtant, les experts, Bruno Darroux, disent qu'on va de plus en plus vers un vote d'adhésion quand même. Que les gens se cachent moins. Et c'est vrai, quand vous voyez les reportages, nous on a passé beaucoup de reportages là-dessus. Oui, mais Vanessa, je ne crois pas que ce soit une adhésion à ce genre de plaisanterie avec 42 guillemets. C'est une adhésion au discours anti-européen, certainement. C'est une adhésion au discours anti-libéral. Enfin, c'est tellement plus complexe. Mais enfin, c'est présenté comme ça, au discours anti-libéral, au discours faussement social, parce que quelle hypocrisie dans le discours social du Front National. Alors oui, effectivement, il y a là un vote d'adhésion qui est fondamentalement une adhésion au rejet proclamé par le Front National des 2 grands partis de gauche et de droite qui se partagent l'essentiel des votes jusqu'aujourd'hui en France. Alice. Voilà, un dérapage sur le fond, mais qui ne plaît pas pour la forme pour Marine Le Pen. Et une petite blague ici du dessinateur Chimulus qui dessine dans le Nouvel Obs. Jean-Marie Le Pen a encore dérapé. Il dessine toujours deux petits bonhommes qui sont à un bar comme ça, qui discutent. Et il y en a un qui dit « Il n'a pas su prendre le virage que sa fille a imposé au nouveau FN ». L'autre qui fait une petite blague. Oui, il a encore trop mis les gaz avec le petit chien là, qui boit, qui devient tout vert parce qu'il n'en peut plus de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Voilà. On va parler de la Coupe du Monde de football. Ça a démarré hier soir. Le coup d'envoi au Brésil. Sao Paulo, Croatie, Brésil. 3-1. 3-1, Bruno Darroux. C'est vous le spécialiste du... Non, je ne suis pas du tout un spécialiste du football. Vous allez nous donner là des... vous poser plein de questions, d'analyse, etc. sur les... Quant à moi, je vous préviens, je me cache sous la table. Je ne suis pas le bon client. François Clémenceau, est-ce que vous suivez d'abord cette Coupe du Monde ? Super bon au foot, je suis sûr. Le journal du dimanche va faire sa une sur le match qui opposera la France au Honduras dimanche. Et c'est très rare que le journal du dimanche fasse sa une sur un événement sportif. Mais ça, je crois qu'effectivement, il était absolument immanquable. Mais c'est aussi parce que on sent bien depuis hier soir que les Français sont entrés dans une phase très particulière qui consiste à la fois à regarder son équipe de France pour savoir si elle tient,
à la fois en termes de fierté nationale et à la fois en termes sportifs. Et puis tout simplement parce que c'est une grande fête. Donc on ne va pas bouder son plaisir. Cette équipe du Brésil qui a joué hier soir a été pas terrible, il faut le reconnaître. Mais en même temps, on peut comprendre que sur un match d'ouverture, on tremble un peu. Mais ça va être passionnant. Et je trouve que si on s'aperçoit, et c'est important pour nous Français, si on s'aperçoit que notre équipe de France non seulement tient sa place dans cette compétition, je pense qu'effectivement, on pourra retrouver une forme, si ça se vérifie dans les faits, match après match, on pourra retrouver une forme de fierté qui nous manque un peu en ce moment, parce que dans la culture de l'autodénigrement qui nous caractérise si bien en temps de crise, eh bien, il y a parfois des moments où on peut se retrouver sur des choses très très simples, comme la victoire de son équipe. Et, on se souvient de 98, c'est vrai qu'il y a une sorte de cohésion. Alors les temps ont changé, hein, mais je trouve que ce qui a changé entre 98 et maintenant, par rapport à ce qui avait précédé la victoire de la France en 98, c'est justement cette sorte de pessimisme qui s'est aggravé, cette sorte de morosité qui s'est aggravée à cause de la crise, et puis surtout cette sorte d'autodénigrement que le président Hollande rappelle de temps en temps dans un certain nombre de discours, qui consiste à se tirer des balles dans le pied tous les matins avec une certaine complaisance. Et ça, je pense que non seulement, évidemment, ça nous fait du mal, mais on ne se rend pas compte à quel point ça nous fait du mal. Et je pense que le plaisir qu'on aura à voir l'équipe de France gagner, si c'est le cas, permettra peut-être d'alléger un certain nombre de ses souffrances. Ce qui est toujours fascinant dans ces Coupes du Monde de football, en fait, c'est que tout d'un coup, ce qui est un sport, et un sport pratiqué, aimé par des millions de personnes, qui est un sport excluant aussi, parce qu'il y a ceux qui aiment le foot, soit ceux qui détestent le football, une pratique très excluante, le football en même temps. C'est que pendant ces Coupes du Monde, en fait, on met dans le sport des tas de phénomènes et d'éléments qui, a priori, n'ont rien à voir avec... n'ont pas grand-chose à voir avec le sport. La fierté nationale, le sentiment d'être uni, le sentiment... Voilà. Je trouve ça assez fascinant quand même, comment des événements sportifs comme ça peuvent créer une espèce de patriotisme presque pendant ces moments-là. Vous vous sentez plus patriote en ce moment Non, je dirais à partir de dimanche, est-ce que vous allez simplement que j'en accepte l'augure. Mais voilà, j'en accepte l'augure et le cœur battant. Mais pour ce qui est du Brésil lui-même, du pays hôte, il y a quand même une chose absolument fascinante. C'est que ce pays dont la passion nationale est le football, eh bien, accueille jusqu'à présent, si l'équipe brésilienne commence à marquer but sur but, le mood changera certainement. Mais jusqu'à présent, le Brésil accueille dans la mauvaise humeur, en grinchant, ce mondial. Et pour une raison très simple, c'est que le niveau de vie a suffisamment évolué au Brésil. Les rentes des classes moyennes se sont suffisamment élargies dans ce pays depuis 30 ans pour qu'il y ait un regard critique d'une part véritablement importante de la population sur les dépenses que provoque dans ce pays le mondial, alors que le Brésil, ascendant ou pas ascendant, émergent ou pas émergent, reste quand même un pays fondamentalement pauvre dans la majeure partie de la population et parfois extraordinairement pauvre. Et donc, soudain, les Brésiliens disent, mais comment ? On dépense 11 milliards de dollars pour des stades qui ne serviront plus à rien dans un mois, pour des installations hôtelières qui vont être en sous-capacité chronique, alors que il faudrait tellement investir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les centres de formation, dans l'habitat, dans tout. Et il y a véritablement une révolte dans ce pays. Et une révolte qui a commencé il y a plusieurs mois déjà. Absolument. Mais qui ressurgit à et en vérité, que la Coupe du Monde, accélère, approfondit. La Coupe du Monde joue un rôle de catalysateur d'une colère sociale qu'on sent très très forte dans ce pays. Et c'est très intéressant véritablement parce que c'est aussi révélateur de ce grondement qu'on entend sur tous les continents, dans ces classes moyennes qui ont émergé depuis une trentaine d'années,
souvent à la faveur des mesures de libéralisation économique et en tout cas de libre-échange, eh bien, en Turquie, ailleurs, dans les pays arabes, les révolutions arabes, qu'est-ce que ça a été si ce n'est cela ? C'est-à-dire soudain une explosion de colère, de revendications à la fois sociales et démocratiques et sociales dans des pays où jusqu'à présent elles n'existaient pas. Elle n'existait pas. Et je crois véritablement que ce qui se passe, ou en tout cas ce qui s'est passé jusqu'à présent au Brésil, est révélateur d'une chose qui va être formidablement importante sur la scène internationale dans les décennies à venir. Oui. Je veux dire l'émergence des classes moyennes. Oui, alors il y a l'émergence des classes moyennes, et derrière, dans ces pays-là, émergents, mais au modèle social non stabilisé, en fait, il y a aussi les classes pauvres et populaires, qui, elles aussi, parce que malgré tout, le pays se démocratise, sont encore plus frappées peut-être par ces espèces Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez 1000 fois raison, mais on assiste à une conjonction politique de ces classes moyennes émergentes et de ces classes restées pauvres. Or, qu'est-ce que c'est que cela ? C'était l'alliance électorale sur laquelle s'était fondée la force des gauches européennes au temps où les gauches européennes étaient fortes. Bernard, c'est que si tout ça était vrai, je pense que c'est vrai, bien entendu, mais si c'était si vrai, pourquoi est-ce que Dilma Rousseff perdrait, ou gagnerait, puisque c'est le cas, gagnerait les prochaines élections présidentielles? Elle est donnée largement favorite avec 20 points d'avance sur ses concurrents, et j'ai du mal à comprendre justement pourquoi, s'il y a cette colère sociale, notamment des classes moyennes qui ont été favorisées par son prédécesseur Lula, pourquoi il y aurait une sorte de phénomène de rejet? Il y a une inflation qui est énorme. Et cette classe moyenne, elle est en train de redescendre. La fin de ce pays s'apprête à être réélue largement. Alors, elle s'apprête à être réélue peut-être dès le premier tour. Peut-être dès le premier tour. Non, mais bon, elle sera réélue, très probablement. Mais ses scores dans les sondages baissent régulièrement maintenant depuis les grandes manifestations de juin dernier. De juin dernier, Alice, quelques dessins, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Alice, quelques dessins. Quelques dessins sur la révolte, justement, parce qu'effectivement, moi aussi, je trouve que c'est extrêmement sain, extrêmement révélateur, intéressant. Un dessin qui vient du Mexique, du dessinateur Boligan, qui dessine dans El Universal à Mexico, qui nous toujours très allégorique dans la poésie. Voilà, ce footballeur, voilà, la pelouse, et ben c'est simplement un code barre, c'est très simple. Et un autre dessin de lui, voilà, le ballon, ben c'est un ballon qui, c'est une tirelire avec des billets qui sortent à droite à gauche, qui volent. Et ce dessin qui vient d'un dessinateur iranien, Payam, qui nous montre, voilà, c'est le ballon qui écrase la favela, parce que les indicateurs économiques nous disent actuellement qu'il y a une partie de cette classe qui était en classe D qui est passée en classe C à cause de l'inflation. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont perdu leurs emplois, qui vivent avec beaucoup moins d'argent qu'avant, mais l'inflation fait qu'ils ne sont pas en mesure de payer leur loyer, la nourriture. Ils sont obligés de faire des économies. Sinon, il y a 10% de cette classe qui est en train de basculer, retourner en classe D. C'est aussi un problème gouvernemental. Vous parliez d'une libéralisation du marché. Et en plus, l'approche de la Coupe du Monde a fait monter les prix considérablement, énorme. Notamment dans le logement. C'est hallucinant. 144% d'inflation entre 2009 et actuellement. Un dernier tour de table sur les Rolling Stones. Ils sont à Paris ce soir pour un concert unique. Pourquoi vous rigolez, François? Vous y allez ou pas? Non, mais on est de la génération qui a dansé sur les Rolling Stones. Surtout moi. Mais ça fait toujours plaisir. Après, il y a toujours une question qui se pose lorsqu'on voit revenir des rockers ou des chanteurs populaires de cet âge-là sur scène, si c'est pas le concert de trop ou la tournée de trop. Et moi, j'ai chaque fois cette impression-là. Effectivement, ce sont des gens qu'on a aimés, qu'on a adorés lorsqu'on avait entre 15 et 25 ans. Et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas des moments où il faut savoir partir la tête haute et ne pas revenir. Parce que le constat peut être parfois désolant. Je ne vise personne, mais c'est toujours un risque à prendre. Mais il n'y a pas que les Rolling Stones qui font ça. Quand on pense au nombre de chanteurs en France qui... Mais attendez, il n'y a pas que les Rolling Stones et il n'y a pas que les chanteurs. C'est vrai. Alice, un mot sur les Rolling Stones. Je rejoins Karim pendant ce temps. Écoutez, moi non, à vrai dire, c'est vrai que moi j'ai pas trop connu cette période-là.
c'est sympathique, mais je préfère aller découvrir, c'est vrai, des jeunes artistes et me renseigner, lire des livres sur les Rolling Stones. On en entend beaucoup parler. Écoutez surtout leurs disques. Oui. Écoutez, c'est vachement bien. C'est c'est pas comme si on les connaissait pas, alors que aller dénicher des nouveaux artistes. Et qu'ils ont quand même une forme. Mick Jagger a quand même une forme éclatante quand même pour 70 ans. Ils ont joué d'ailleurs en 2006 à Copacabana. C'était l'époque de la Coupe du Monde. Bonsoir Karim. Bonsoir. À la une des médias, évidemment, l'Irak qui est au bord du gouffre. Au bord du gouffre, mais les Américains ne veulent plus en entendre parler. C'est le constat de Joshua Keating sur le site Slate qui évoque cette inaction, cette apathie du côté des Américains. Alors, on commence un petit peu à se réveiller, souligne cet article, puisque un sénateur démocrate a exigé un plan pour l'Irak. Et puis, John Boehner, du côté des Républicains, accuse Barack Obama d'avoir fait une sieste ces derniers temps. Alors, sur Twitter, certains twittos ironisent sur le fait que d'un pays à l'autre, on agit ou on n'agit pas. Karima qui dit « Bon, aidez-moi, les djihadistes en Irak sont gentils ou méchants ?» Non, parce qu'au Niger, au Mali, ils sont méchants, mais en Syrie et en Libye, ils sont gentils. Alors, évidemment, c'est ironique, mais ça montre tout de même que d'une région du monde à l'autre, les choses évoluent très différemment. Et puis, le site du Point ose la question. Pierre Bello écrit « Vous préférez Saddam Hussein ou les djihadistes ?» Parce que il y a plus de 10 ans, les Américains étaient partis en guerre sur l'hypothèse, l'idée que c'était un État proche d'Al-Qaïda. Et aujourd'hui, des Irakiens sont sous la coupe d'un groupe dissident d'Al-Qaïda. Alors, sur le site de France 24, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à la page des observateurs qui consacre un article à la communication de l'EIIL, très pro. On utilise, alors Hollywood réfléchit à l'idée d'utiliser des drones pour tourner certaines images. Et bien du côté de l'EIIL, on le fait déjà. Et la dernière vidéo qu'on va découvrir ensemble, qui a été mise en ligne sur le compte Twitter de l'EIIL le 17 mai dernier, eh bien cette vidéo est tournée essentiellement en Irak, alors que les vidéos précédentes avaient été tournées en Syrie, à lire donc sur le site des observateurs. En France, l'ouverture, selon Hollande, fait des vagues. Alors, cette ouverture, c'est Jacques Toubon, bronca sur Twitter, parce qu'Hollande veut faire de lui le défenseur des droits. Un certain nombre de députés socialistes ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, comme Pouria Amirchari, qui dit qu'il n'a rien contre Jacques Toubon, mais pas lui, pas à ce poste-là. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de twittos et de personnes ont souvenir que ce Jacques Toubon s'était dit je suis favorable à l'abolition de la peine de mort par conviction intime. Alors il y a un débat parce que ce tweet est venu un petit peu après, parce qu'on a accusé Jacques Toubon d'avoir été contre cette abolition de la peine de mort. Donc pour certains, il n'avait pas sa place à ce poste. Et puis certains sont allés jeter un petit coup d'œil encore une fois dans le passé. Vérification de circonstances, Jacques Toubon a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Et puis le blogueur et avocat Maître Eolas rappelle cet épisode lorsque garde des Sceaux, il avait affrété un hélico dans l'Himalaya pour chercher un procureur, pour sauver Xavier Tiberi, un procureur qui, pensait-il, était peut-être plus favorable. La Coupe du Monde a commencé, il y a des tweets très sexistes aussi. Alors, ça a commencé avant même le début de la Coupe du Monde, c'est ce que souligne le site Big Brother du Monde, justement. Le mondial n'a pas encore débuté, que le sexisme si. Voici un hashtag utilisé, question de filles pendant la Coupe du Monde. C'est quelle équipe les jaunes là parce qu'ils sont moins. Évidemment, c'est l'arbitre et il y en a beaucoup comme ça, mais il y a eu la réponse assez rapide d'un certain nombre de femmes et de jeunes femmes qui aiment le foot. Il faudrait peut-être se mettre enfin dans la tête l'idée qu'il y a des filles qui s'intéressent au football, comme vous, non ? Pas du tout. Merci beaucoup, Karima. Un super dessin de Winnie from Tunis, la Tunisienne, sur le sexisme et le foot. Si je pouvais, les téléspectateurs, il est sur Twitter, il est sur le Twitter de Deva, France 24. Je peux vous le montrer. C'est c'est le chat de Willis, voilà, qui va ouvrir le frigo. La femme, la Coupe du Monde de football a commencé à ce que je vois. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dedans à part de la bière ? Il y a aussi le cerveau de son mari. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Merci beaucoup, Karim. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, très bon week-end. Je vous retrouve lundi à partir de 18h. Tout de suite, le journal sur France 24.